C'est bon, ça tourne? Attends, non, pas encore. Ouais, si, je crois que ça tourne, mais. Est-ce qu'il y a le point rouge qui clignote? Ouais, il clignote. Alors, David, on reprend les bonnes habitudes? Non, mais c'est pour les besoins de la vidéo, moi j'ai déjà pris mon café là. Je pense qu'il s'agit d'une erreur. Il fait un froid. Bon bah voilà. Ça bosse dur, hein. Vous avez pas envie de parler d'une BD tant qu'on y est? Pourquoi faire? Je vais même parler de plusieurs BD, hein. Je crois qu'on a le temps. L'île aux orques de Joshua Dysart. Oh, je suis vraiment désolé pour l'accent, c'est catastrophique. Alberto Ponticelli et Matt Hollingsworth. Faut dire que ils me mettent à rude épreuve. Publié chez Bliss Edition. publié chez Bliss Edition. C'est de la très très bonne dark fantasy. Couverture qui fait très métal hurlant, comme l'ont fait remarquer plusieurs personnes, dont Nicolas, qui se reconnaîtra, je pense. Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, qu'on connaît pour un excellent polar qui s'appelle Goodnight Paradise, qui était paru chez Panini Comics il y a quelques années. Et là, ils reviennent à quelque chose de totalement différent, donc de la dark fantasy, avec un dessin que moi je trouve très beau, des couleurs très saturées. Je trouve qu'il y a un boulot d'illustration qui est assez faramineux, qu'on n'a plus trop l'habitude de voir maintenant, avec des décors extrêmement chargés, mais pas dans le mauvais sens du terme, bien sûr. La quête d'un jeune homme qui part à la recherche de crânes d'orques qui ont une valeur inestimable. Si je devais citer quelques références, pour moi ça me fait penser dans les sorties récentes à Sacrifice, qui était paru l'an dernier chez Urban, pour ce côté justement très violent, très cru. Et pour un titre plus ancien, à Coda Omnibus, qui était paru chez Glénat et qui est une très très bonne référence également. Donc voilà, moi c'est peut-être ma meilleure lecture de ce début d'année. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est peut-être une fin un peu rapide. On en avait parlé avec David, oui. Et je crois que tu partages un petit peu ce effectivement. C'est un peu... ça méritait un tome un peu plus épais, mais après je comprends aussi le besoin de finir. C'est un récit brutal, donc ça s'explique par la narration elle-même, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment été subjugué par le dessin. Je trouve qu'il est, il est vraiment puissant, il est fort, les couleurs, il y a un vrai parti pris. Voilà, j'ai été vraiment pris par surprise par ce titre, mais je préviens, c'est très violent. Voilà. Donc ça c'est pour moi une de mes meilleures lectures, si ce n'est la meilleure de ce début d'année, mais il y en a d'autres dont je parlerai plus tard, mais là je serais curieux de connaître celle de David du coup. Ouah, aucune tombe assez profonde, c'est un western fantastique par les auteurs à qui l'on doit Middle West, comme on avait en intégrale il n'y a pas si longtemps. Qui a été un beau succès. Qui a été un beau succès. Notamment en vente en ligne. Ah. Mais ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard. Ouais, effectivement. Alors pour le coup c'était en intégrale, c'est beaucoup plus épais. Là c'était un one shot dans laquelle une ancienne desperado se retrouve atteinte d'une maladie incurable et suite à ça elle va se retrouver à défier la mort elle-même dans un duel au pistolet pour éviter son terrible sort. C'est un dessin assez inhabituel, assez anguleux. C'est un peu le cas dans Middle West, mais c'était un titre beaucoup plus tout public. Là, on a quelque chose d'assez violent, sans être non plus insoutenable, hein, beaucoup moins que le coup de cœur de Thomas. Ouais, c'est vrai. Donc on est sur une pure ambiance de western, jusqu'à ce qu'on arrive. J'aimerais qu'on la retrouve, voilà, qu'on arrive dans cette cité de la mort. Et à partir de là, c'est un carnaval, on a les flingues dans tous les sens, les parties de cartes truquées, c'est du pur western, pur jus. Et voilà, avec ce côté un peu fantastique, mais qui en fait pas des caisses, qui est juste là pour apporter vraiment c'est presque une métaphore. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un peu plus malin que ce que j'aurais escompté au début. Et donc c'est une super lecture. On parlait un petit peu de nos lectures coup de cœur de ce début d'année. Est-ce que tu as le sentiment par rapport à janvier 2024 qu'il y a une baisse en termes de qualité éditoriale? Est-ce que tu retrouves moins de coups de cœur dans tes premières lectures du début d'année? Ça remonte 2024 déjà. Je sais pas s'il y a une baisse de qualité, en tout cas il n'y a pas une baisse de production, ça c'est sûr qu'on reçoit plein de trucs.
Il y a quand même de la très bonne qualité, mais c'est vrai que là, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est encore pour les très gros titres sur ceux de la fin d'année 2024, et pas forcément sur des mastodontes parus en janvier ou en février, là, 2025. À quelques exceptions près, effectivement, il y a Islander qui marche très fort, bon, bah, Caril Ferret et Corentin Rouge. Moi, j'ai bien aimé aussi Daemon, par les auteurs que j'aime bien. Toulouse. J'oublie toujours leur nom, et je suis désolé, voilà, Ouais. tout à fait, qui ont fait Le Roi des Ribauds, et notamment, et Tête de Chien plus récemment, donc un style que j'adore. Et oui, à part ça, il n'y a pas forcément d'immenses locomotives. C'est vrai que Islander, en fait, je pense que l'année dernière, même période, on n'avait pas un titre aussi fort commercialement que Islander, dont on reparlera plus tard, hein, parce que je pense que c'est un titre qui mérite d'être présenté. Mais il me semble qu'en termes de coup de cœur, de BD un peu plus pointu, l'an dernier, on avait le Roi Méduse. C'est vrai. La forteresse volante, qu'on avait Forteresse adoré, volante, Anaïs Flony. Rivage lointain. Ouais. Et là, je sens moins tu vois, il y a un bon niveau moyen en termes de lecture, mais je sens pas de... Il n'y a rien qui surnage vraiment. Ouais. On a eu des lectures sympas, hein, moi, Oui, bien sûr. Beneath the Trees, j'ai trouvé ça très fun, c'est rigolo et tout, mais c'est pas un titre qui, à mon avis, va durer pendant 6 mois à 1 an, comme l'ont fait certains titres de l'an dernier. Mais c'est vrai que là, Ulysse et Cyrano, c'est quasiment la 2e ou 3e meilleure Voilà, vente. lui, il est déjà passé dans les trésors. Ah ouais, il est dans les trésors, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu hors catégorie maintenant. On en parlait d'ailleurs sur WhatsApp, mais Ulysse et Cyrano, meilleure vente dans l'absolu que La Route, qui avait démarré excessivement fort. Et en fait, au fil des mois, tu te rends compte que les gens, ils cherchent des récits un peu moins noirs. C'était vraiment trop, là. Mais oui, mais La Route, on se doutait dès le début que ça allait le desservir parce qu'on le conseillait pas à tout le monde, c'est pas tout public. Et du coup, à Noël, Voilà. on n'a pas vendu tant que ça. Ouais. Puis là, ce qui nous avait manqué en fin d'année, mais qu'on a enfin récupéré, c'est Revoir Comanche. Ah oui. Qui est quand même un très très beau titre, un très beau western dans les années 20-30, qui a décroché le prix du meilleur polar à Angoulême, à signaler. Et on est très content aussi d'avoir de nouveau Les Navigateurs, Ah oui. meilleur scénario. On a eu le nez creux, hein, ça on dit, on a eu le nez creux l'an dernier. Effectivement, pour ça, au moins, ouais. Ouais. Et en jeunesse, retour à Tomioka, mais qui est plus loin. Ouais. Moi, j'ai bien aimé quand il est sorti. Oui, je me souviens. D'ailleurs, en jeunesse, Ah bah oui. voilà un méga coup de cœur. C'est vrai. Foudroyant. On oublie un peu trop la jeunesse. On est assez unanime, je crois qu'on l'a lu tous les trois. beaucoup Je l'ai apprécié. pas lu encore. Tu l'as pas lu? Non, pas encore. Qu'attends-tu? Tu vas adorer, c'est sûr. Tu nous le présentes un petit peu? Ouais, bah, c'est un duo que je sais plus s'ils ont déjà travaillé ensemble. Alors, avec je Arasquette. crois pas. J'en Au ai- pire, vous nous déchirez. en Voilà, commentaire. exactement. Ouais. En tout cas, moi j'aime bien leurs travaux respectifs. Le duo Carasquette en termes de dessin, Ouais. c'est quand même. Il y a toujours ce côté à la fois faussement naïf et ultra C'est précis. vrai. C'est vraiment très joli. Bah, deux capes et deux mots. Voilà, deux capes et deux mots. Et dans le style faussement naïf, Jolie Ténèbres. Jolie Bien Ténèbres, sûr, j'allais bah, dire. en même temps, Jolie Ténèbres, voilà. Et Mathieu Burnia, que moi j'avais bien aimé, notamment avec Furieuse surtout, et puis aussi dans une moindre mesure Sous Terre. Je sais pas si tu te rappelles de celui-là. Si, je me souviens, mais le titre m'échappait complètement. Et voilà, Sous Terre, moi il m'avait bien marqué étonnamment, avec ce côté science et en même temps, enfin vulgarisation et aventure, c'était vraiment très bien. Et donc là, dans ce premier tome, Foudroyant, on se retrouve sur l'île de l'Atlantide, où un jeune habitant va redécouvrir le pouvoir de l'électricité qui a causé la perte de l'Atlantide bien des années avant. C'est de l'aventure fantastique, avec pas mal d'humour évidemment, mais surtout un trait qui fonctionne vraiment bien. Voilà, je vais montrer un peu les plans de l'île à un moment donné. Même les couleurs, je trouve Les qu'il y a couleurs quelque chose c'est frais, quoi. Ça pète. Hop là. Et là, pour le coup, je trouve que Carasquette a vraiment adapté son dessin à un esprit plus jeunesse pure. Mais nous, on s'est régalé à le lire, alors que bon, on n'est plus trop la cible, hein, c'est du 10-12 ans. Complètement. Mais ça peut être une grande série. Oh, je pense. Tu voulais Dans- dire autre chose de plus? Non, je voulais juste te dire dans une moindre mesure, même si, enfin, un titre vraiment sympathique, c'est L'île de minuit. On a eu l'année dernière l'adaptation de Sa Majesté des Mouches par Aimé de Jong, qui s'adresse à un lectorat ado 13-14 ans. On a ça qui peut être pas mal, je trouve, pour des 11-12 ans.
C'est vraiment le mix entre Sa Majesté des Mouches et des séries comme Lost par exemple, avec une série d'énigmes à résoudre par une bande d'ados abandonnés sur une île. Efficace, vraiment sympa. Et puis on en parlait, enfin David en parlait tout à l'heure, Retour à Tomioka, voilà, qu'on a remis en avant, très belle BD. Si tu veux en reparler un petit peu peut-être, parce que je pense qu'on l'a pas mal vendu l'année dernière, mais Oui, effectivement. on aurait Après, pu en faire plus. Je me demande si elle n'est pas tombée en rupture à un moment donné. C'est vrai, Voilà, et notamment là, avec le prix d'Angoulême, le prix de la jeunesse, si je dis pas de bêtises, prix jeunesse. Bah voilà, on le remet en avant, c'est l'occasion. One Shot qui se passe dans la zone d'exclusion à Fukushima au Japon. On va suivre ces deux enfants, frères et sœurs, qui ont pour but de rapporter les cendres de leur grand-mère dans la maison familiale qui est en plein dans la zone d'exclusion. Petite précision, le plus jeune, le garçon, voit les yokai, les esprits japonais qu'on retrouve dans à peu près toutes les œuvres de fiction désormais, et qui vont l'aider à traverser cette zone un peu particulière quand même. Donc voilà, entre fiction et réalité, mais Oui. pas vraiment réalité, simplement parler un peu de Fukushima autrement que par des stats, par des histoires graves, par notamment le manga qu'il y avait eu sur les travailleurs de la zone. Ça permet d'avoir simplement un autre regard un peu tout public là-dessus. Pas forcément trop pédagogique. Pas forcément ça trop sert vraiment pédagogique bien dans l'histoire. Voilà, quoi, donc, exactement. Ça sert le récit et ça le fait pas de manière lourde. C'est super. Seulement 4 cartons, ça change des offices de Noël. Hein. Oh, le collector de Dan Dadan Tom 16, quoi. De plus en plus grand à chaque fois. Les collecteurs sont de plus en plus grands maintenant. C'est exactement ce que je viens de dire. Il m'a entendu. C'est de la triche. Et oui, je troll. Ça, c'est une nouvelle collection des éditions Petit à Petit. C'est des mangas, mais plutôt orientés documentaires. Tout le Japon en manga, ça s'appelle. Donc là, ça doit être sur le kendo. Et là, c'est sur le phénomène des idols. Ça fait longtemps que j'avais pas coupé de carton, tu vois. Quand il n'y a pas de caméra, moi je découpe pas les cartons. Qu'est-ce que tu ferais pas pour la Mais caméra? non, mais sinon, tu vas pas me filmer en train de faire ma paperasse, quoi. C'est pas très spectaculaire. Alors que là... Bon, ça avance là? Moi je suis déjà prêt là. Hein. Oui, bah attends, 2 secondes, je corrige ma connerie. Ah, t'es sûr que c'était une Oui, je pense une erreur? qu'il y a une erreur. Erreur de la banque en votre faveur. Non, je pense. Non, jamais. Je vais donc vider ce carton au ralenti en attendant que David corrige son erreur. De toute façon, vu que Un pack de 10 exemplaires de Notre-Dame. c'est pas comme si t'avais besoin d'aller vite. Hein. Ça se bouscule pas au portillon. Prends tout ton temps, Hugo, ne te presse pas pour revenir de pause. On est déjà trop nombreux sur l'espace de vente. Mais ce que j'attendais le plus cette semaine, c'était ça. Ma petite sœur est un chaton. Si c'est un isekai, Hugo va l'acheter. Non, c'est un kawaii. Il y a écrit dessus, c'est un kawaii. On a dit plus tôt dans la vidéo qu'on n'avait pas vraiment de gros titres à très fort potentiel commercial sur le début d'année, mais la vérité, c'est qu'on a lu tous les trois un album qui présente toutes ces qualités. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Et qu'on a adoré tous les trois. Au-delà de son potentiel commercial, c'est une excellente lecture. Effectivement, La Terre Verte. La Terre Verte, scénarisée par Erol qui avait fait Les Infourbes et que tu adores d'ailleurs. Mais effectivement, un rôle de Cap et de Croc, et plus récemment aussi L'Ombre des Lumières. Grand scénariste pour ma part, et il ne fait pas exception dans ce nouvel album, alors qu'il sera un one-shot qui est là en version noir et blanc, très limitée, 1500 exemplaires, donc à l'heure actuelle, il n'y en a pas pour tout le monde. Ça raconte donc l'histoire d'une expédition qui se rend au Groenland dans le but d'installer le nouvel évêque du Groenland, qui va se rendre compte qu'il a une paroisse, un évêché plutôt totalement délaissé, totalement hostile, et qui aura du travail pour rendre ça plus vivable.
Mais c'est pas vraiment lui qui va prendre les rênes de cette terre-là, c'est le chevalier qui l'accompagne, qui est son protecteur, qui a des rêves de gloire. Voilà, on n'en dira pas trop. Non, Et bien en sûr. tout cas, la version couleur, elle sort en avril et on a très très hâte. Parce que, de la voir en fait en couleur, de voir comment c'est colorisé, parce que déjà en noir et blanc, c'est excellent. Là, le noir et blanc, c'est un noir et blanc crayonné, pas vraiment Oui. ancré, assez peu ancré. Ouais. Bon, que moi j'aime beaucoup. Hein. Si Et vous suivez un d'ailleurs, peu les vidéos, vous savez que j'aime bien le noir et blanc. Ouais. Si je puis me permettre, d'ailleurs, on a parlé du scénariste, mais parlons aussi Oui. de Tancrel, le dessinateur, qui s'est illustré ces dernières années, notamment pour le dernier Atlas, une très Effectivement. bonne série d'anticipation en 3 tomes. Alors, ce que Oui. j'aime bien, c'est que c'est un noir et blanc qui n'est pas la photocopie de la version couleur, Non. mais vraiment on a une sensation un petit peu de croquis. C'est presque une version de travail. Une version de Ouais. travail, exactement. Ouais, complètement. Et l'histoire est vraiment excellente, les personnages super bien écrits, travaillés, le scénario aussi. Il y a plus C'est de un 200 pavé, pages. effectivement, ça vaut le coup. Au Et, moins, on a l'histoire complète. Ouais, et puis ça se dévore. Enfin, franchement, Ouais. on voit pas le temps Ça se passer. lit très bien. Ouais. Ouais, bah écoutez, le moi, talent pas, de comme vous, scénariste. une grande œuvre très shakespearienne dans l'esprit. Il y a des C'est vrai. références d'ailleurs. Oui, c'est dans très l'album. référencé. Hein. Il y a Ouais. beaucoup de références. Et je pense que là, Erol va frapper un grand coup avec cet album, qui finalement est vraiment le digne successeur des Indes Fourbes, plus que L'Ombre des Lumières, qui était présenté comme tel au moment de sa parution. Bon, alors hier, tu nous as présenté un de tes coups de cœur de ce début d'année, Ouais. mais tu voulais nous parler d'autres titres. Oui, là on va parler d'un titre plus commercial, mais commercial c'est pas forcément un gros mot quand c'est fait avec cœur et qualité. Et c'est le cas de Islander ou Icelander, ou Highlander, je ne sais pas, je vous laisse seul juge. Signé du duo Caril Ferré, le célèbre romancier et donc scénariste de bande dessinée, et le très très bon dessinateur Corentin Rouge. Tous les deux, ils ont déjà bossé ensemble sur un titre que j'avais récupéré là-bas. Merci assistant. Un titre qui s'intitule Sangoma. Sangoma qui est sorti en 2021, qui est sans doute un des polars qu'on a le plus vendu et donc conseillé à la boutique avec Le Serpent et le Coyote ou Shibumi. Je pense qu'on a vendu des centaines d'exemplaires et donc on était très impatients de voir la nouvelle collaboration qui se concrétise donc avec Islander, qui raconte l'histoire d'une Europe qui est littéralement une Europe légèrement d'anticipation, légèrement futuriste, une Europe qui est donc à feu et à sang. Du coup, tous les continentaux veulent quitter la Terre pour rejoindre l'Islande, d'où le titre. Sauf qu'évidemment, les Islandais sont pas forcément OK pour accueillir toute la misère du monde, et c'est là qu'on va suivre le destin de quelques personnages bien sentis, dans une aventure qui est vraiment passionnante. J'ai trouvé vraiment une histoire de survie, avec des personnages qui ont tous un destin particulier à accomplir. C'est très très bien dessiné, dans un registre très classique, mais extrêmement efficace. Voilà, moi c'est mon gros conseil du moment, avec toute l'équipe d'ailleurs, et c'est notre meilleure vente de très très loin, enfin très très loin presque, puisqu'il y a un autre petit jeune qui cartonne en ce début d'année, c'est Tintin, grâce à la réédition couleur du Lotus Bleu. L'autre titre dont je souhaitais parler, alors là c'est moins commercialement fort comme titre, mais c'est un titre que j'ai trouvé très intéressant. On est sur de la piraterie, mais alors on est très loin de Long John Silver, quoiqu'il y a quand même du fantastique dans Long John Silver, donc ça pourrait s'en rapprocher. On est très loin de la République du Crâne par exemple. Là on va sur en fait un bateau pirate, peuplé en fait de marginaux qui ont choisi de ne plus jamais mettre le pied à terre. Donc évidemment ils survivent grâce à la pêche, et puis un jour ils remontent sur le bateau de créatures étranges qui vont totalement bouleverser en fait leur quotidien, semant le désespoir et la mort sur le bateau. Voilà, ça commence comme ça, c'est excellent, avec un style graphique très original, assez relâché. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu de Christophe Blain dans le style. Alors c'est vrai que le personnage du capitaine a un long nez qui rappelle un des personnages qu'on voit dans le western Gus de Christophe Blain. Au niveau de l'atmosphère, c'est vraiment un huis clos terrifique qui m'a rappelé par certains aspects le travail de Lovecraft, notamment, avec l'intervention du fantastique au sein de ce bateau. Très très bon album du dessinateur espagnol Andrés Garrido.
Alors Mathilde et toi, puisque je crois qu'hier tu nous as déjà parlé d'un titre ou deux avec David, mais il y a 2 autres albums dont tu souhaites nous parler plus longuement. Oui, alors déjà L'Enfantôme de Jim Bishop. Jim Bishop, c'est lui qui avait fait Lettres perdues et Mon ami Pierrot, que j'avais adoré. Il revient avec L'Enfantôme, qui est une œuvre vraiment personnelle, on sent, sur l'adolescence. C'est l'histoire d'un adolescent qui est un jour convoqué par le conseiller d'orientation de son école, parce qu'il fait partie des 3 moins bons élèves de l'école. Donc déjà, ça part là-dessus. Et en plus, c'est un adolescent qui est pas bien dans sa peau parce qu'il a beaucoup d'acné et qu'il a pas beaucoup d'amis. Ouais. Et là, il est convoqué avec 2 autres élèves, dont une avec qui il va se lier d'amitié. Et en fait, le conseiller d'orientation leur dit si vous ratez votre année, vous allez vous faire tuer par vos parents. Ouais. Littéralement. Et donc c'est un album qui commence comme ça, donc c'est assez taré. Et c'est intéressant parce que ça parle de l'adolescence, mais de façon assez originale, parce qu'il y a un côté fantastique et aussi horrifique. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait on sent une inspiration du côté de l'Eroguro japonais. Oui, alors moi j'ai pas la ref. Ouais, mais c'est vrai que j'ai trouvé que dans les dessins, notamment dans la première moitié de l'album, puisque les 2 moitiés de l'album sont assez différentes l'une de l'autre. Complètement. Mais dans la première moitié, je trouve qu'il y avait vraiment du Junji Ito ou du Umezu dans les dessins. Et je trouve qu'il y a une atmosphère, comme tu dis, cauchemardesque. Et on est sous tension. Tout le temps. Tout le temps. On se demande ce qui va se passer. Ouais. On n'a pas vraiment envie de savoir en fait parfois. Et je vais vous montrer les dessins. Ah oui. Voilà, donc ça c'est la première partie de l'album, je vais pas tout vous montrer pour pas vous spoiler, mais il y a ce genre de scène. Ah ouais, il y a des changements graphiques en plus. Ouais. Ah voilà par exemple ça. Ouais. Là c'est super intéressant graphiquement. Franchement, une super surprise. Je savais pas à quoi m'attendre, hein, comme souvent, et puis j'ai été très agréablement surprise par L'Enfantôme de Jim Bishop. Et je voulais vous parler donc d'un 2e album. Alors là, c'est une totale surprise, je m'attendais à rien du tout. Et c'est Bellicus, voilà, du scénariste de Carcajou. Alors Carcajou, ça fait partie de mes énormes coups de cœur de l'année dernière. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est vachement bien. Et donc il revient avec Bellicus, et c'est Pierre Ferrero au dessin. Voilà, je connaissais pas ce dessinateur. Et leur collaboration, elle fonctionne super bien. Parce que le dessin de Pierre Ferrero, il est assez particulier, mais il colle parfaitement à l'ambiance décalée de l'album. Et donc l'histoire, ce sont 2 hommes de Cro-Magnon qui se détestent et qui vont devoir partir à la recherche de leur clan qui a été enlevé par un clan ennemi. Et pour ça, ils vont traverser une grosse partie d'un territoire qui leur est inconnu finalement. Et ils vont rencontrer d'autres clans qui à chaque fois reflète une partie de notre société actuelle. Et ça qui est intéressant. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, c'est très très bien fait. Il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a de la réflexion aussi sur notre époque. Et tout ça avec une certaine légèreté et jamais de façon moralisatrice. Ouais, non, je trouve que c'était certes assez caricatural par moments, mais en fait, la réflexion autour justement de la comparaison avec notre société, elle est quand même assez subtile, assez fine. Complètement. Et si je puis me permettre, moi je le compare un petit peu à Pence ou Les Plis du Monde de Jérémy Moreau. Ouais. Il aborde un petit peu les mêmes thématiques, mais je trouve avec beaucoup plus d'humour et de façon plus décalée. Ouais. Moi aussi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de belles nouveautés. Il y a quoi comme nouveauté ? Là, il y a la suite de Dandanan, le tome 16, en grosse nouveauté. Il y a le nouveau Fairy Tail pour les 25 ans de Pika Édition. Je suis très impatient de le lire, même de le relire. C'est le tome 1, non ? Oui, mais avec des contenus exclusifs. Je crois qu'il y a interview, il y a... il y a des croquis. Page bonus, croquis tout à fait, très joli. J'adore Mashima, lisez Mashima. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre ? Kuroko Basket, la suite. La nouvelle édition de Fire Punch. Je le trouve assez magnifique, dans la même édition que Kuroko Basket. Il est trop chaud pipou. Tu vas l'acheter ou pas ? Parce que Thomas, pour se moquer, il a dit que tu l'achèterais. Oui. Ah bah dis donc, je vois que vous êtes passé le mot. C'est moi qui l'ai dit. Ah, c'est toi ? Bon, c'est pareil. Non, honnêtement, je pense que je vais le lire, mais l'acheter, non. Ok. Non, moi, à titre personnel, c'est Songe d'une nuit ambrée, qui est excellent manga sur la bière au Japon,
très très beau, qui donne soif, qui donne faim et qui donne envie d'aller au Japon. C'est un excellent titre. Ah bah génial. Et là ça vient de sortir le tome 2 ? Tout à fait. Et le tome 1, il a été victime de son succès. Plus de stock au bout de quelques semaines, donc c'était un excellent titre et beaucoup de bons retours dessus. Tu sais ce qu'il avait fait d'autre, l'auteur de Un amour démoniaque ? C'est quoi le nom ? Harare Matsumushi. Alors je vais te dire ça en trichant, mais je le connais pas. Parce que ça me dit vraiment quelque chose. Généralement quand je dis ça, c'est que c'est son premier manga, hein. Le mec n'a rien fait avant, donc... Ah bah oui. Même vendeur que le magasin, même vendeur que le vendeur du magasin de vélo. Ok, d'accord. Génial. Ah, merci. il change, J'avais absolument pas fait le rapprochement avec celui-là, mais Bien joué. au moins il avait déjà fait quelque chose. Alors Hugo, c'est quoi tes derniers coups de cœur en manga ? Alors, en dernier coup de cœur, il y a une grosse annonce de la Japan Expo de l'année dernière de la part de Kana, Kagurabachi, qui franchement est une excellente histoire de vengeance avec un fils issu d'un père forgeron qui va se faire assassiner. Il va partir à la recherche du clan, du groupe qui a tué son père pour se venger. Donc c'est un manga qui se sert de toutes les bases déjà posées dans l'univers du shonen. Il le réutilise de manière très bien, j'aime beaucoup les dessins. Hop. J'essaye de pas spoiler évidemment, parce que ce n'est pas bien. Et franchement très prenant, je pense que ça va être l'une des meilleures ventes 2025, ou du moins je l'espère. Sinon, en autre série qui est aussi très, très surprenante, excellente, avec un dessin très particulier, Console 2073, qui nous fait réfléchir sur la solitude vis-à-vis de la technologie, de personnes qui peuvent s'enfermer dedans, dans les jeux, dans les réseaux, dans tout ce qui nous entoure. Et ça fait référence aux anciens comme aux nouveaux, avec des références par exemple la GameCube, la Nintendo 64, la Game Boy, mais de manière futuriste. C'est ce petit côté que j'ai vraiment bien aimé. Et ça fait vraiment réfléchir, c'est un manga très prenant, très poignant. Gros coup de cœur aussi de mon côté. Et en fait, Thomas, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné et ce serait sympa de faire un petit bilan depuis décembre. Ouais, bah ça fait, on n'a pas tourné depuis le mois de novembre, donc on a passé les 2 plus gros mois de l'année, novembre, décembre, et on enchaîne sur les 2 mois les plus flats de l'année, à savoir janvier et février. Donc c'est assez intéressant de constater que nous au magasin, novembre c'est plutôt pas mal passé, dans la norme de 2024, c'est-à-dire qu'on a eu une année 2024 qui était globalement plutôt stable par rapport à 2023, novembre y compris. Et en revanche, décembre, la dégringolade, littéralement, puisqu'en fait, ça n'a jamais décollé. C'est-à-dire que début décembre, tu te dis, bon, ok, les gens attendent un petit peu avant de faire leurs achats de Noël, puis les semaines passent, et puis tu arrives au 20 décembre, et ça n'a toujours pas décollé. Alors évidemment, on fait plus que les mois précédents, mais malgré tout, une baisse de fréquentation qui a été assez phénoménale. Tu l'expliques comment ? Je ne sais pas, est-ce que cette année les gens ont réduit leur budget et puis ils se sont dit on offre un cadeau mais c'est un gros cadeau, parce que c'est vrai que généralement la BD ça reste un cadeau de complément à Noël, donc peut-être qu'ils ont zappé la case cadeau de complément, hein. Du coup ils sont concentrés sur un gros cadeau et puis la BD on oublie. C'est une possibilité. Je pense aussi qu'on n'avait pas... on avait évidemment les suites de séries habituelles, style Blake et Mortimer, Lucky Luke, 13, etc. Mais je pense qu'il nous a manqué un titre fort et qui soit celui d'une clientèle de passage, une clientèle occasionnelle, comme on avait pu avoir les années passées avec Le Monde sans fin, avec La vie secrète des arbres. Les guerres de Lucas. Les guerres de Lucas, effectivement. On a vendu tous ces titres, mais dans évidemment des moindres proportions que les 2-3 années auparavant. Donc je pense que ça a joué, moins de mangas aussi. Et puis bon, on ne sait pas, peut-être que les ventes aussi se sont faites dans des grandes surfaces ou sur Amazon, même si j'ai cru comprendre que les ventes Amazon n'étaient pas terribles sur l'année 2024 en termes de BD. Donc ça nous réjouit. Voilà. Et puis depuis janvier, regain d'optimisme en boutique.
c'est tranquille. En revanche, nous on fait des choses un peu différentes, c'est-à-dire qu'on fait plus de cartes Pokémon par exemple, parce que ça ça a vraiment le vent en poupe, donc on en vend beaucoup et ça nous permet de compenser un petit peu les baisses de vente sur le manga, sur la BD. Il n'y a que le comics qui est en positif vraiment en boutique, et en revanche les ventes internet qui continuent d'augmenter et qui nous permettent vraiment de compenser un petit peu les pertes observées en boutique. Certes, c'est des marges plus faibles, du fait des frais de port offerts à partir d'un certain montant, mais sur le volume on arrive quand même à compenser, et ça c'est plutôt cool, ça fait du bien. Donc janvier est très bien, février ça a l'air plutôt correct, je pense qu'on est à peu près stable. Voilà, je pense que de toute façon toutes les librairies sont confrontées à la même chose, il faut trouver de nouveaux débouchés pour compenser un petit peu la baisse globale. Donc plus de produits dérivés, gagner de nouveaux clients. Peut-être pas au niveau local, mais au niveau plus national ou même international. Tu la sens comment cette année 2025 ? Moi je suis assez optimiste du coup. Je trouve qu'elle démarre pas mal. En plus, tu vois, comme on disait, là, les ventes internet continuent de monter, alors qu'on a arrêté les vidéos depuis 3 mois. Là je me dis, avec en plus la reprise des vidéos, le fait que les gens vont nous soutenir, le fait qu'on va conseiller plus de titres en vidéo, ça devrait vraiment nous servir. Donc non, je suis assez serein pour 2025. Ouais, je pense là cette année, ça va le faire. Déjà en train de te mettre des petites lectures dans le sac ? Ouais, ce sont mes lectures du soir. Ah bah donc t'as changé. Hein. Tu penses que tu vas réussir à lire tout ça ce soir ?